La Russie face à l'Occident. C'est à Carlo Massala et je t'explique. Je te lis l'intro. Donc nous sommes en mars 2028. J'ai vu ça, j'ai dit non, non, c'est trop pour moi. Sur du rouge, bien sûr. Alors, Ah oui. ouais, c'est un petit volume, hein. Ça rappelle En les couleurs plus, de l'URSS, le rouge. en plus c'est un petit volume, j'aime bien. Enfin, pratique, quoi. Tu vois. Ça me rappelle Ouais. le livre de qu'on avait lu ensemble. Bon, on l'a lu en PDF, mais c'était quoi, 158 pages à Clotilde Berson, l'élu du dragon. Donc écoute bien. Nous sommes en mars 2028. Les troupes russes s'emparent de la ville estonienne de Narva, franchissant la frontière d'un territoire protégé par l'OTAN. Après la fin de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'Europe ne s'est pas suffisamment réarmée et la plupart des États dotés d'une forte puissance militaire ont désormais à leur tête des dirigeants nationalistes. Les membres de l'Alliance viendront-ils en aide aux pays attaqués en vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord? Les diversions russes s'accumulent en mer de Chine ou encore au Mali, et un sous-marin nucléaire s'approche même d'une petite île au large de Groenland. Comment allons-nous réagir? Donc les jeux de guerre sont utilisés par les armées du monde entier, s'appuyant sur des outils de prédictibilité sophistiqués pour éclairer un futur proche et se prémunir contre le pire. Carlo Massala déroule ici un scénario implacable afin de mettre en lumière les risques majeurs qui guettent nos sociétés occidentales. La guerre d'après est un essai de géopolitique fiction remarquable, l'avertissement ultime face à notre inaction collective. En fait, c'est qui est Carlo Massala? Il est un politologue et expert militaire allemand, spécialiste en relations internationales. Il est professeur à l'université de la Bundeswehr, non, la Bundeswehr, armée fédérale, entre parenthèses, où il dirige le Centre for Intelligence and Security Studies, donc le CISS, ancien directeur adjoint du centre de recherche du Collège de défense de l'OTAN et auteur de plusieurs ouvrages de référence. Il est actuellement membre du conseil scientifique de l'Académie fédérale allemande pour les questions de sécurité. Et donc il a été traduit par Olivier Manoni. Mhm. Intéressant. Ouais. T'as dit c'est factice, c'est ça? Bah, en fait, si tu veux, il parle d'un futur. Il est en train d'essayer de deviner ce qui va se passer. Ouais. Donc, Il est obligé de pensant. passer par le terme factice pour pas. Ouais. Mais on est plus dans une vision par Mm. un expert militaire et puis un politologue et spécialiste en relations internationales, professeur à l'université de donc la Bundeswehr, qui veut dire armée fédérale, où il dirige le Centre for Intelligence and Security Studies, donc CISS. Ce n'est pas n'importe qui. Mm. On te demande le nom du livre. Ah, c'est la guerre d'après, la Russie face à l'Occident, de Carlo Massala. Je sais pas si je suis modérateur sur ce compte-là. Je sais plus. Attends, je vais Sinon, dire moi, ça. je le note et puis je l'épingle. Alors attends. Tac, tac, tac. Épinglé. Eh ben non, tu l'es pas. Sur ce compte, top commentaire. Ouais, c'est bon. Merci. Par contre, Azul Fulani. Ouais, donc c'est la guerre d'après, la Russie face à l'Occident, de Carlo Massala. C'est aussi un guide hein, d'après.
Ma lecture, c'est aussi un guide pour au cas où cela se réalise plus tard. Comment il faut réagir, etc. C'est intéressant. Ça a Masala, l'air ça d'être s'écrit intéressant parce que j'ai jamais parlé. M-A-2-S-A. Pardon? Ça s'écrit comment, Masala? M-A. Masala, comme ça se prononce, avec un seul D'accord. S. Ok. Et donc, c'est la Russie face à l'Occident. La guerre d'après, la Russie face à l'Occident. Je peux pas l'épingler, je sais pas pourquoi. Après, moi, je l'ai eu à 17 euros, ok? Mais vous Ouais. pouvez l'avoir, je pense qu'on peut vous pouvez l'avoir moins cher sur des sites. Après, il vient de Bon. sortir celui-là, hein. Donc, Ça m'a étonné de pas le, parce que de temps en temps, je passe dans le côté livre. mhm. Alors, même si je suis pas un lecteur, mais c'est étonnant que je l'ai pas vu parce que ça frappe à l'œil, si tu préfères, Ouais, le non, mais il visuel. vient de sortir, en fait. D'accord. 2025. Ok, ok. Et c'est vrai au niveau de l'armement, par exemple au niveau Mhm. national, hein, français, j'ai déjà entendu un militaire le dire, hein, confirmer que la France n'est pas assez armée pour faire face à une Elle invasion est, russe, au cas où. elle est pas assez armée et elle est en retard aussi, Elle est en retard et technologiquement. elle manque aussi de militaires, hein, et apparemment, Bah oui, oui, pour oui, oui, former un oui. militaire, vraiment le former au minimum. C'est un budget et ça dure un an, tu vois. Si je me Ouais. rappelle bien, un an pour Bah, juste former au minimum. Tu te rends compte? C'est ouais. mm, Mais c'était bien à une époque parce qu'en France, enfin, avant qu'il y ait la merde, enfin aujourd'hui, mais avant il y avait pas la journée d'appel. Tu avais les un an de comment dire, où tu y aller à l'armée là pour être enfin, je sais pas si c'est formé, mais en tout cas, t'étais à l'armée pendant un an. Aujourd'hui, bah, c'est une journée, tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi que, bah, en termes d'armée, on est beaucoup moins important qu'une certaine époque, tu vois. Parce qu'on a Après la fait. journée d'appel, je sais pas, moi j'ai pas la nationalité française, donc je sais pas comment ça Mhm. se passe, mais tu l'as C'est déjà une fait, journée. toi, certainement. Oui. Ah oui, oui, bah, depuis un moment. Alors? C'est souvent de la sensibilisation. C'est pas, en fait, tu rentres pas sur un aspect militaire. Tu rentres sur un aspect civil. Les codes civils, je veux dire. C'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, découvrir un petit peu la Ouais. caserne, le corps Oui, c'est militaire, ça. avoir une Un première aperçu. vue. Ouais. Mm. Puis bah t'avais, je crois aussi le truc de secourisme, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr. Ah, je sais plus. En tout cas, c'est plus quelque chose de, ouais, c'est plus quelque chose de militaire, c'est genre vraiment une journée quoi. C'est rien Ouais, donc il nous d'extraordinaire. dit ça reste informatif. C'est pour avoir une idée Mm. générale. Moi personnellement, je suis pour le service militaire obligatoire. Hommes et Oui, femmes. Ouais. oui, pareil, parce que Mais un ça vrai permet. service militaire, quoi. Pas une journée, pas 2 jours. Je Ah suis ouais, non, non, bah, je suis tout à fait d'accord. pour que tout citoyen sache manipuler les outils, sache lire une carte, tu Mm. vois, conduire un engin militaire. Mm. Voilà, hein. Personnellement, Être discipliné. oui, aussi. Mm. Et côtoyer le corps militaire. Et puisque moi, pour moi, cela concerne au niveau, enfin, ce n'est pas le cas au Maroc, par exemple. Bah, au Maroc, le service militaire n'est même pas, il y a même pas une journée d'appel, hein. C'est grave, je trouve. C'est très, très grave. C'est très, très grave, vraiment, hein, tu vois. Donc, et Ah, là, il y a tous les fous du roi qui vont monter me dire, mais n'importe quoi, arrête de critiquer notre roi. Bah, je suis citoyenne marocaine, j'ai le droit de donner mon avis que et comme chacun de nous a le droit, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais moi je pense que
Le service militaire devrait être obligatoire, oui. Je peux te poser Hommes une et question? femmes, hein. Est-ce que vous avez des gardes royales au Maroc, un peu comme en Angleterre? Genre ceux qui gardent Le vraiment roi? Ouais. Oui. Mais ils sont sénégalais de base, hein. Ils les ramènent de la Sub-Sahara. Ils sont Ah, pas d'accord. autochtones. Ouais. Parce qu'ils ne font pas confiance. Le royaume du Maroc n'a jamais fait confiance aux habitants autochtones qui sont nous, enfin moi et mes patriotes. Donc les Africains de souche, quoi, les Amazirs, les Mhm, Caucasoïdes, les Blancs. Il a toujours eu tendance de ramener en fait la garde noire, ça s'appelle, hein, historique, hein. Je te donne ici des termes mhm. historiques, vérifiables. Donc c'est la garde noire, c'est les subsahariens. D'accord. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, il y a un ancien consul français qui en avait parlé à l'époque du roi de France. À l'époque du Mhm. roi Louis XVI, il y avait un consul français à cette époque-là qui était consul au Maroc. Et il l'avait dit, c'est écrit hein, en plus, hein. Et il disait que ce royaume utilise des étrangers, notamment des subsahariens, contre la population autochtone, Ouais. pour rendre la population esclave des esclaves. Ça a été, c'est réel, hein, c'est réel. Donc c'est pour ça que l'armée au Maroc se nomme l'armée royale. Attends, Al-Jaysh al-Malaki. L'armée royaliste. D'accord. Voilà, parce que ça, c'est l'armée du roi et non du peuple. Ouais. D'ailleurs, Je, je- l'armée, je- je comprends pourquoi il a employé parce qu'il sait très bien que je pense que vu par rapport à ce qu'il peut faire au quotidien, il a peut-être peur le jour où, comment dire, s'il y il a y a un une, coup d'État. Il y avait eu. ouais, Alors, non, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vérifiable. Ça s'appelle la Garde Noire et ça s'appelle les esclaves d'Al-Bukhari. D'accord? C'est historique et c'est accessible et il suffit juste de taper la Garde Noire Maroc, vous allez avoir les archives, etc. Et c'est toujours d'actualité, hein. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils sont en train de mettre tous les envahisseurs de la Sub-Sahara qui viennent au Maroc dans les postes de police, etc. Et à l'armée, comme d'habitude. Ouais. Alors que nous avons des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, malgré le fait qu'ils soient diplômés, etc. C'est une stratégie à la 8 pour garder leur aide. Mais sinon, on avait des pilotes de chasse, rifins et autochtones. Bah, c'est eux qui ont essayé de faire un coup d'État contre l'ancien roi, donc le précédent Hassan II, mhm. mais parce qu'ils étaient autochtones. Et oui. Donc ils ont essayé de faire un coup d'État contre lui à plusieurs reprises, hein, 3 fois. Et oui, hein, c'est vrai, hein, ce qu'a dit, hein. Il suffit de taper la garde noire Maroc, hein. Celui qui Comme va ça. me dire non, celui qui va me dire non, je le bloque. Parce que quand je donne une information Mhm. historique qui est accessible, ok, je te bloque. Dans ce cas-là, je te bloque parce que ce n'est pas parce que tu es pas d'accord avec moi. Là, on parle d'un fait historique. D'accord? Donc les petits trolls qui vont venir dire fake alors que pas du tout ne sont pas les bienvenus. Merci. I don't understand Dalija, please. No, I speak French now. Je regarde entre-temps, je lis, hein, Vas-y, par moi rapport à la garde. je vais me chauffer mon petit thé en attendant. D'accord? Parce Et qu'il y comme a ça, on pas va de faire un peu de lecture ensemble. pas de souci. Comme prévu. Ok. Aratin? Aratin. Ouais. Je sais pas ce que Tu veux c'est que je te Aratin. l'épelle? Deux. Le, le mot-clé, enfin, pour trouver. Où là, tu l'as trouvé? Oui, mais je sais pas ce que c'est composés de Ah, Aratin. Haratins. Les Haratins. Ouais, c'est les subsahariens qui sont venus. D'accord. Ouais. D'après le serment fait par ses membres jurés sur la collection de hadiths Alors oui, de si tu peux l'imam. lire à haute voix, ce serait hyper intéressant si ça te dérange pas, s'il te plaît, David.
Ouais, mais je lis mal, hein. Oh, mais tranquille, non, attends, prends ton temps et franchement, si tu peux pas, peut-être pas tout, mais juste les lignes intéressantes, les grandes lignes, quoi. Oui, l'Abid al-Bukhari, littéralement les esclaves d'Al-Bukhari, connus sous le nom de la Garde Noire, était une armée au Guiche, je sais pas comment ça se dit, formée en 1088 par le sultan almoravide Youssef ben Tashfin, Tashfin, C'est je sais pas ça, comment on dit. c'est ça, tu l'as super bien prononcé. Youssef Ben L'appellation, Tachfin. Exact. l'appellation Garde Noire revient au fait qu'elle était essentiellement composée de Haratins. L'armée est nommée d'après le serment fait par ses membres jurés sur la collection de hadiths de l'imam al-Bukhari. Deux réalités coïncident sous le nom de garde noire, la garde rapprochée du sultan, aujourd'hui devenue garde royale marocaine, comme tu disais, et l'armée des Abid al-Bukhari. Voilà. Référence Soumolé Ismaël. Et Ismaïl. Abid, Abid veut dire littéralement esclave, hein. D'accord. Ouais. Donc c'est esclave al-Bukhari, c'est ça que ça veut dire? Al-Bukhari, c'est en référence au livre d'Al-Bukhari, D'accord. donc les ahadiths, ou le récit, le livre du récit d'Al-Bukhari, qui a une importance chez les sunnites, qui est le livre phare d'ailleurs, hein, chez une bonne tranche des musulmans. Et donc eux, si tu veux, pourquoi ils les ont appelés Abid al-Bukhari ou les esclaves d'al-Bukhari, c'est parce qu'ils ont porté allégeance au roi ou au royaume en Mhm. jurant. Ils ont fait un serment, non sur le Coran, mais sur ce livre D'accord. sunnite. Voilà. C'est quoi le livre? Attends, je vais te le dire. C'est La guerre d'après Carlos Massala. Ou tu veux dire ce que je suis en train de lire peut-être? Peut-être que j'ai juste fait ma recherche, c'est Wikipédia qui m'a sorti ça. Ah, si on peut l'épingler une deuxième fois. Bah, j'ai essayé tout à l'heure, mais j'arrive pas en Ça fait. marche pas? Bah, essaye de le réécrire si tu veux bien, David. Je vais essayer d'épingler. Je vais vous le montrer. Alors, Voilà. C'est bon, c'est fait. ok, je vais essayer de l'épingler. Non, j'ai pas l'option, bizarrement. Ok, bon, c'est les amis. La guerre d'après. Donc, la Russie face à l'Occident de Carlo Massala. Ok? Donc, avant-propos. Hein, on commence par là. Donc, l'héroïne est soumise à une pression inouïe. Le malfaiteur la tient, bras coincés sous son cou. Le pistolet de la femme est hors de portée. L'avion, bourré d'explosifs, fonce sur la Maison Blanche. Les spectateurs retiennent leur souffle. La situation paraît désespérée. Mais coup de théâtre, elle se dégage, ramasse son arme, redresse l'avion. Une fois encore, à un cheveu près, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Nous avons pris l'habitude de ces heureux dénouements que nous servent tous les films hollywoodiens et qui ont effectivement eu lieu dans le monde réel en 1945 et 1989. Les bonnes nouvelles, ça ne se passe jamais au début de l'histoire, la suite nous ennuierait, mais à la fin, si. Ce qui est certain, c'est que notre démocratie, l'Ukraine, l'Occident sont sous pression. Les populistes accumulent les succès électoraux. Les troupes russes avancent, Donald Trump est président. Mais ça ne se terminera pas si mal que ça. À la fin de l'histoire, la Russie ne nous attaquera pas, notre démocratie tiendra le choc et l'Occident conservera sa puissance. J'ai l'impression d'écouter Macron.
Et si ce n'est pas le cas, et si la Russie gagne, pour comprendre ce qui est en jeu et les conséquences des décisions qui peuvent être prises, il faut déterminer ce qui pourrait se produire après. C'est la force de la réflexion sous forme de scénario. Dans la recherche scientifique, mais aussi dans la planification politique et militaire, leur développement consiste à passer en revue les évolutions futures en se fondant sur les tendances et les événements actuels. Il s'agit de faire prendre conscience des conditions générales, des indicateurs et des facteurs qui peuvent orienter le cours de ces évolutions et de concevoir de manière créative les prolongements, les prolongements de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ouais, c'est être un minimum visionnaire. Tu vois, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à notre niveau. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme quoi, c'est euh, c'est important de le faire, d'essayer d'être visionnaire, en se basant bien sûr sur un bagage, sur des recherches. Ça nous prend énormément de temps et d'années, ça se compte en années. Mais cette fois-ci, c'est avec un- on a une vision d'un politologue et expert militaire allemand. Donc spécialiste en relations internationales, professeur à l'université, etc., etc. Donc c'est intéressant. Mm. Les scénarios étendent l'espace virtuel de notre pensée. Ils s'opposent autant au confort intellectuel qu'au choix d'horizons politiques court-termistes. Ce qui est en jeu en Ukraine, ce qui se joue à notre époque, nous ne pouvons en prendre réellement conscience qu'en réfléchissant à ce qui pourrait se passer si les choses tournaient mal. Et oui, Mm. ouais. Et tu sais, moi, je suis étonnée de voir la masse agir comme s'ils étaient dans un monde parallèle, tu sais. Dans une pensée parallèle plutôt que dans un monde parallèle. Bah, je dirais même un monde parallèle, parce qu'ils ne voient pas la chose arriver, ils font aucun effort, ils sont pas inquiétés. Je dis pas qu'il faut vivre dans le stress et oui, mais il faut pas non plus Ouais, c'est... faire semblant que tout se passe bien, quoi. Il faut s'y préparer, tu vois. Ouais. Bah, genre, en Donc, fait, c'est plutôt sur les réseaux qu'on va dire qu'ils ont cet acte de rébellion, tu vois. Mais pas en... Ouais, pas en réel, tu vois. Je eh sais bien, pas. écoute, il dit une victoire russe en Ukraine se situe dans le champ du possible. Peut-être la Russie aura-t-elle même déjà gagné la guerre quand ce livre paraîtra. Tu vois, euh, bah, on est en Bah, 2025, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que cette guerre éclate ou s'étende, puisqu'elle est déjà là, s'étend dans l'ensemble de l'Europe, voire au niveau mondial, puisqu'il dit il est possible que cette guerre aura lieu avant même quand ce livre paraîtra, sachant que nous sommes en 2025. mm. Qui Et, pourrait le prédire en toute certitude. Ouais. Donc, nous avons quand même des hauts gradés militaires qui s'inquiètent, qui essayent même d'avoir une vision bah, militaire, politico-militaire pour ce qui pourrait arriver, par rapport à ce qui pourrait arriver, et cela dans un avenir proche. Donc, il y a de quoi prendre cela au sérieux mm. et donc il dit, pour moi, la victoire de la Russie sera déjà acquise si elle peut conserver le territoire qu'elle occupe actuellement. Bah, elle a gagné puisque bientôt, c'est même sûr que ce qui reste, ils vont faire un cessez-le-feu et puis ils vont se rendre, c'est sûr. Il reste pas grand-chose là. Bah, Ils si peuvent elle plus peut rien faire. conserver le territoire qu'elle occupe maintenant. Mais est-ce qu'il parle de ce territoire conquis en Ukraine ou la Russie elle-même? Non, pour moi, les territoires qu'elle a conquis, la Russie. Parce que regarde ce qu'il dit, il dit pour moi, la victoire de la Russie sera déjà acquise si elle peut conserver le territoire qu'elle occupe actuellement.
Oui, le Donc, territoire ukrainien. Les Russes ont avancé sur le territoire ukrainien. Il doit pas rester, comme je te disais, il doit pas rester beaucoup de territoire ukrainien. Vraiment, le territoire ukrainien. Là, les Russes, ils ont pris une bonne partie, voire même presque la totalité à l'heure actuelle. De toute façon, ils ont pu suffisamment on va dire, de matériel pour repousser ou quoi que ce soit. Et je pense qu'ils n'auront plus aucun financement de la part de l'Europe, des pays d'Europe, et puis voilà, c'est tout. Pour moi, les territoires sont conquis et enfin voilà. il dit, pour certaines personnes, l'Ukraine n'a aucun intérêt et beaucoup doivent se dire que ce serait tout de même une bonne chose, pardon, une bonne chose que la guerre s'achève enfin. Nous pourrions alors revenir à une situation normale. C'est ce qu'on entend, c'est ce que la masse répète à chaque fois, tu vois. Beaucoup de gens pensent que si la guerre s'arrête entre l'Ukraine et la Russie, le calme sera de retour. Non. Je n'ai jamais partagé cet avis. J'ai cette impression que si ce n'est pas la Russie et l'Ukraine, ce sera autre chose, tu vois. Mais parce que j'estime que nous sommes déjà en troisième guerre mondiale, et cela depuis l'invasion en Irak, Mm. si on réfléchit bien. Oui, effectivement. Et nous sommes nombreux à avoir le même avis, hein, c'est ce qui est intéressant. Mais Mm. donc, nous pourrions alors revenir à une situation normale. Donnez donc à la Russie ce qu'elle veut, et nous retrouverons le calme. Mais est-ce réellement le cas? L'Ukraine est-elle vraiment l'unique État concerné? Ouais. Pour moi, je pense qu'il veut reconquérir tous les territoires de l'ancienne URSS. Parce qu'après, il y a La eu Russie. enfin, la chute. Ouais, avant la Russie, si je préfère. Tous les territoires, après, ils ont pris leur indépendance. Et ça, pour moi, il va récupérer tous les territoires. En mettant peut-être quelqu'un à la tête, tu vois. Et si ce n'était qu'un début, il dit. Mhm. Si le véritable enjeu était la sécurité européenne et notre ordre mondial libéral dans son ensemble. Il dit et notre ordre mondial libéral dans son ensemble. Donc on voit déjà de quel côté il est, hein. Donc l'ordre mondial est assumé, hein, par l'élite. Donc on voit Mais en fait, déjà qu'il est du côté, et il le dit très bien, hein, l'ordre mondial libéral. ils veulent juste mettre plusieurs options de nouvel ordre mondial. Euh, Soit, en fait, ils mettent des options, genre option 1, de telle façon, on va instaurer l'ordre mondial. Si ça fonctionne pas, on va instaurer la deuxième option, tu vois, et la troisième, si tu préfères. Moi, c'est comme ça que je le vois. De toute façon, aujourd'hui, aujourd'hui, aucun pays n'est neutre. On parle en tout cas de la Russie, au niveau de la Russie, les pays occidentaux et les membres de l'OTAN ne sont pas Mhm. neutres. Donc si ce n'est pas la Russie d'Ukraine, ça va se faire au niveau du Moyen-Orient. Mais je pense pas que Mm. l'Ukraine et la Russie, je ne pense pas que ça va s'arrêter par magie et que le calme reviendra. J'y crois pas, hein. Non. Donc quand il dit et si ce n'était qu'un début, je suis persuadée à 80% que ce n'est qu'un début. Si le véritable enjeu était la sécurité européenne et notre ordre mondial libéral dans son ensemble, si nous étions une fois de plus en train de nous voiler la face, en déroulant le scénario de ce livre, je cherche à comprendre comment cela pourrait se terminer. L'avenir n'est jamais fixé à l'avance, nul ne le connaît et personne ne peut appréhender d'un seul regard la totalité des facteurs et des contextes qui le déterminent. Un scénario n'est par conséquent qu'une des voies possibles pour le futur, mais pas la seule.
Il faut garder cela en tête en lisant cet ouvrage. Mon but n'est pas de faire œuvre de prophète, mais d'inciter à réfléchir. Qui? La masse est occupée à passer ses vacances tranquillement, à continuer à vivre comme si rien n'était. Donc nous avons des adultes irresponsables et ouais, réfléchir. C'est-à-dire à accompagner, à prolonger ma propre réflexion. Autre élément notable, quand on s'adonne à ce jeu, c'est en règle générale pour éviter que ce que l'on y décrit se produise. Mon scénario à moi se fonde sur les données réelles, sur les découvertes récentes et sur les débats scientifiques que j'ai menés au cours de ces 2 dernières années avec beaucoup de collègues, mais aussi avec de nombreuses personnes en poste dans les ministères ou les états-majors des forces armées chargées d'évaluer les conséquences que pourrait avoir une victoire russe en Ukraine pour l'évolution future de la politique de sécurité. On y intègre des données issues de WareGain auxquelles j'ai pu participer, que ce soit de manière active ou en tant qu'observateur. Mais j'ai mis au point ce scénario sous la forme que l'on trouvera ici par mes propres moyens. D'autres scénarios sont testés et discutés dans les milieux de la sécurité et de la défense, et ceux-ci envisagent même l'hypothèse d'une action militaire globale contre un État membre de l'OTAN. Et ça, c'est réel, hein. Donc, Oui. lequel, bien qu'ils aient été mis au point en respectant les normes de la science, il ne s'agit pas d'un scénario rigoureusement scientifique. Dans de nombreux cas, nous sommes allés au-delà de la pure description des évolutions en proposant des scènes et des dialogues qui offrent au lecteur la possibilité de se sentir dans la peau d'un observateur impliqué dans les événements. De plus, le scénario est fortement comprimé. Dans la réalité, les paliers en seraient plus nombreux. On s'organiserait d'innombrables entretiens et réunions de travail. On compterait aussi en toute certitude des centaines de coups de téléphone et de visioconférences entre les différents acteurs. Par souci de lisibilité, j'ai renoncé à les intégrer. Je me suis concentrée sur les grands épisodes. J'ai pu, au cours de la rédaction de ce livre, dialoguer avec un grand nombre de personnes auxquelles je vais exprimer ici ma gratitude. Donc là, voilà, hein, je vais vous épargner ce paragraphe. Donc il remercie ceux qui ont participé à écrire le livre avec lui. Mhm. Et là, on commence donc à lire sa vision des choses pour 2028. Donc lui, il pense il se peut qu'on soit déjà en guerre en 2028 au niveau de l'Occident. Et donc là, il dit pays baltes dans un futur proche. Narva, Estonie, le 27 mars 2028. Aux premières heures de la matinée, des explosions réveillent les habitants. 2 brigades russes entrent dans la ville par le nord et par l'est. Les attaquants masqués ont vite fait de maîtriser les troupes estoniennes chargées de protéger la frontière. À l'intérieur de la cité aussi, les soldats russes ne se heurtent qu'à une faible résistance dont ils viennent rapidement à bout. Ils sont soutenus par des fractions de la population civile locale à laquelle on a déjà remis au cours des semaines et des mois précédents des armes de poing et des fusils mitrailleurs. T'imagines? Bah, je m'imagine déjà la scène dans la tête. Quelques heures suffisent pour conquérir cette agglomération de 57 000 habitants située dans la zone frontalière avec la Russie. Au lever du soleil, le drapeau russe flotte déjà sur le clocher de l'hôtel de ville. Presque en temps réel, de petits clips vidéo du lever de drapeau sont diffusés sur divers réseaux sociaux, tous accompagnés du hashtag jour du retour. L'invasion russe est inattendue. Il est vrai que depuis des semaines, la population russophone de Narva a manifesté en affirmant qu'on lui refusait le droit d'utiliser sa langue dans les administrations publiques et de vivre
conformément à sa culture. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Bah moi, ça me dit quelque chose même. Bah, l'Alsace, pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. l'Alsace avait pas le droit de parler français, ils avaient le droit que de parler allemand. Ou leur Bah langue, oh, je sais plus, je crois. Non, c'est le français. là, tu vois, là, en fait, la particularité du côté russe, contrairement à l'Occident aujourd'hui, c'est que la Russie est pour un monde multipolaire. D'accord. Donc, toutes les communautés identitaires nationalistes, on peut parler par exemple de la Corse au niveau français. La Oui, oui. Corse, la Bretagne, etc. Eh bien, il se peut que tous ces communautés qui sont pour garder leur ethnie, leur langue maternelle, préserver leur patrimoine, ils risquent de se mettre du côté de la Russie. Puisqu'aujourd'hui, il y a une dictature mondialiste en Occident, même si ils veulent la faire passer pour une démocratie ou on avait parlé la dernière fois du capitalisme, etc. Mais alors, il y a des populations qui se sont inclinées et à cette façon de voir les choses, qui est la mondialisation, donc le grand brassage ethnique, le métissage, le grand remplacement, etc. Et puis il y a d'autres communautés qui refusent complètement de se voir diluées dans, dans cette mondialisation. Et nous, les Amazirs, on en fait partie d'ailleurs, hein. Moi, je suis pour garder mon identité Bah, et tout autant. On je va dire suis mon identitaire, identité. hein, clairement, hein. Ouais. Mhm. Mais est-ce que Poutine est réellement pour un monde C'est ça le multipolaire? truc, c'est Elle est que, là la question, tu vois. ouais, Moi c'est ce qui me plaît. Alors, c'est ce qui me plaît du côté russe. justement, c'est ce qu'il recherche peut-être. Est-ce qu'il attire ce genre je sais pas comment t'expliquer, ce genre Bah, de choses. on va dire les anti-mondialisation. Mais ça fait comme un peu les partis de droite et de gauche, là, Oui, mais c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que l'Europe, elle est pour, enfin, les pays européens sont pour le multipolaire, tu vois, enfin, le mélange. Et l'élite, parce que là, oui, le peuple pardon. français veut revenir même à son identité de base, hein, qui est royaliste. On voit que les royalistes Mhm. les partis ou le parti royaliste prend de l'ampleur aujourd'hui en France, hein. Donc, Oui, bien il y a sûr. énormément de Français qui souhaitent clairement revenir à leur identité de base. Ouais. Et du coup, bah, tu vois, ceux qui sont à la tête des pays, euh, et ben eux, ils sont pour justement le mélange, tu vois. Et justement, il y a personne qui va à l'encontre. Donc forcément, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui va prendre ce rôle-là, qui va être acteur Oui, de l'inverse, si tu préfères. c'est exactement cela, tu vois. En fait, c'est la même technique qui se fait Bien soit au sûr. niveau national, soit au niveau mondial. Il y a Mhm. toujours un membre de l'élite qui prend place euh, en parallèle de ce qu'on Exactement. propose. Ouais. Parce qu'il sait très bien que s'il y a pas, si nous on se met pas dans le camp comment dire, du mélange, bah on va être tous dans l'autre camp. Donc forcément, lui il va dire bah moi je vais faire l'autre camp puisque je vais attirer l'autre camp, tu vois. Et mais ça peut être un piège parce qu'en fait le truc c'est que il peut nous la mettre à l'envers du jour au lendemain, tu vois. Et en fait, il faut en fait anticiper cette action en essayant de trouver les failles de cette idée-là, tu vois. Peut-être dans ses discours ou dans parce qu'il y a que dans des discours où tu vois les failles des choses, tu vois. Donc voilà. Pour moi, il y a que par. Dans les discours, peut-être oui, clairement, ouais. Mais Oui, parce aussi que dans,
Mais aussi en traçant son parcours. Alors, est-ce qu'il fait Oui, partie de la oui, franc-maçonnerie surtout? Est-ce qu'il fait effectivement. partie de la franc-maçonnerie? Pourquoi la franc-maçonnerie? Il faut creuser bien plus loin, mais déjà, si on a la réponse claire de la position de Poutine vis-à-vis de la franc-maçonnerie, s'il est membre de la franc-maçonnerie ou pas, parce qu'on ne peut pas être identitaire et franc-maçon à la fois, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que, en fait, je pense que j'ai une idée un peu de Vladimir Poutine. Euh, c'est que à une époque, je sais pas si tu as regardé un peu quand il faisait les réunions d'État, enfin les réunions où ils se réunissaient tous à la tête de chaque pays, tu vois, président Ouais, et j'en tout ai vu ça. quelques-unes. Oui. Et à une époque, il voulait, je sais plus, avoir procuration sur quelque chose. Et en fait, il s'est fait littéralement humilier, tu vois. Euh, je pense que l'humiliation, Poutine l'a très mal pris, tu vois. Et je pense il y a fort à parier qu'il s'est éloigné de ses loges, mais je sais pas s'il est vraiment déconnecté de ses loges, tu vois. Mais on peut Parce pas que, s'éloigner du... Tu sais, quand on a une place si importante, euh, c'est une place si importante hein, comme président, surtout en Russie, surtout la position qu'occupe Poutine précisément, je ne Mhm. pense pas qu'il peut s'échapper du temple aussi facilement sans avoir des conséquences, hein. Je ne pense pas. Alors, il a été humilié par un membre de la franc-maçonnerie, tu veux dire, pendant la réunion? Non, 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 par, je sais plus quel État, je sais plus si c'est l'État américain ou l'État français ou je sais plus, un État en tout cas, quand il y a eu les réunions d'État, oh, je sais plus comment on appelle ça, bon, quand t'as vraiment tous les présidents qui se réunissent pour faire soit la photo, pour se réunir pour en discuter. Je crois que Vladimir avait fait une demande et en fait, au mieux de d'être pris au sérieux, ils l'ont pas pris au sérieux du tout, hein. Ils l'ont pris pour limite comme un gosse, tu vois, qui demandait, qui réclamait, et en fait, il est reparti sans avoir la procuration de ce qu'il voulait. Et puis voilà. Et puis tu regardes après ça, il a humilié, je pense, une bonne partie des présidents qui venaient en Russie, tu vois, en trouvant les points faibles pendant les réunions, justement pour les déstabiliser, tu vois. Je sais pas il l'avait fait avant, mais je sais que après, c'est sûr qu'il le faisait, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, je Bah, sais plus, si il y avait un jamais, prix. si jamais tu tombes sur la vidéo, n'hésite pas à me la partager. Oui, il y a pas de souci. Quand il y avait des réunions entre présidents, par exemple américains, et il y avait en Russie, tu vois, ils trouvaient le point faible. Par exemple, je sais plus c'est qui avait peur des chiens. Il avait fait exprès de faire rentrer un chien dans la pièce où il y Oui, avait. celle-là, je l'avais vue, hein, celle-là. Et Oui. justement, je pense que justement, il jouait sur cet aspect de peur pour déstabiliser la personne en face et peut-être trouver des failles et tout ça. Donc, en fait, en gros, il faudrait creuser pour voir si Poutine est vraiment un président indépendant, tu Mm. vois, ou s'il fait partie de la secte. Et bah, des fois, on a quand même des images qui prouvent, qui peuvent prouver bah, qu'il fait partie de cette secte bah, des maçons. Mais, euh, mais bon, rien n'est sûr puisqu'on n'a pas l'épreuve ultime. Maintenant, Mhm. c'est à creuser. Mais bon, moi personnellement, euh, j'estime que, comme Bah avait moi je dit, l'estime comme ennemi hein, en soi. Hein. C'est bah, un j'ai pas ennemi parce que confiance, hein, je n'ai confiance en je aucun sais pas chef d'État. je C'est- sais pas ses intentions, tu vois. Donc à partir du moment Bah, où je dans sais tous pas les ses cas, regarde intentions, David, regarde, dans tous les cas, je vais te dire une chose. Est-ce que tu penses sérieusement que Poutine, si jamais il arrive à rentrer, à faire son invasion en Europe, est-ce que tu penses qu'il va laisser l'Europe aux Européens? non. Il va poser C'est ça. son,
Comment on appelle Comme, ça? c'est Son comme, tampon, tu vois. Il va ouais. faire comme les Américains. Comme les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, qui voulaient, qui avaient dit au général de Gaulle, si on vous aide, on va vous instaurer le dollar américain, mais en version française, tu vois. Et on aura certaines choses. Bah, tu vois, si tu préfères, on sera plus considéré comme un pays, mais je pense comme un État, tu vois. Et le général de Gaulle a dit C'est non. pareil pour l'Afrique, hein. Moi, je vois des Ouais. Africains qui sont pro-Poutine et vivent Poutine, etc. Mais ils savent pas, en fait, ils ne réalisent pas que si demain Poutine fait invasion ou qu'il collabore ou collaborer, Mhm. il aura la main prise, il remplacera en gros l'Occident, hein, au niveau africain. Alors, il y a des Africains qui estiment qu'ils sont incapables de s'auto-gérer tout seuls et qu'il leur faut toujours un collant. Moi, j'en fais pas Ouais. partie. Donc, euh, on était au hashtag jour du retour au niveau de l'Estonie. L'invasion russe est inattendue. Il est vrai que depuis des semaines, la population russophone de Narva a manifesté en affirmant qu'on lui refusait le droit d'utiliser sa langue dans les administrations publiques et de vivre conformément à sa culture. Si jamais on a raison, si jamais nous avons raison concernant Poutine par rapport à ce qu'on pense, hein, notre pensée donc, concernant Poutine, qu'il s'agit d'un piège, Mm. eh bien, l'appât serait ce côté identitaire, en fait, Mm. qui pourrait plaire aux identitaires, bien sûr, et pas seulement. C'est qu'on va arriver à un point où euh, les populations identitaires n'auront pas trop le choix, puisque ces populations ne se sont pas préparées à, Ouais. bah, Je se vois. manifester en adéquat avec la situation qui arrive, avec la guerre qui Mm. arrive. Ouais. Échauffés par la désinformation sur les réseaux sociaux, ces habitants craignaient en outre que le gouvernement de Tallinn les transforme en citoyens de seconde zone et qu'il leur retire le droit de vote, sous prétexte que leur proximité et leur lien avec la Russie feraient courir un risque pour la sécurité du pays. C'est du moins ce que prétendaient les messages diffusés sur Telegram et Facebook. De petites escarmouches se produisaient d'ailleurs régulièrement entre des Russes et la police estonienne. Mais comme on avait déjà connu des épisodes similaires dans le passé, le gouvernement estonien a considéré qu'il allait garder la situation sous contrôle. Il a certes noté la concentration d'assez petites unités à la frontière, mais sans estimer qu'elles pourraient représenter un danger sérieux. Après tout, les troupes de l'OTAN sont stationnées dans le pays. 1700 soldats dans le cadre de l'ANCED, je ne sais pas si je le prononce bien, ENHANCED, Forward Presence, donc le EFP, ainsi que 600 membres de l'infanterie américaine Avoru. T'interromps. Oui, Je le vire. oui, tu peux virer les chiens, puisqu'ils aboient et ça fait du bruit. Hop. Ouais. Merci David. De rien. Excuse-moi. Je t'en prie. On s'est rassuré en se disant qu'elle constituerait une dissuasion suffisante. Au cours des journées précédentes, l'attention de l'Estonie et de l'OTAN s'est en outre concentrée sur la patrie méridionale de la frontière entre la Russie et l'Estonie. Là où les forces armées russes faisaient dérouler différents scénarios à une division de l'armée de terre dans le cadre de leur exercice mère-patrie. C'est ce qui a permis l'effet de surprise, compte tenu de l'urgence, une réaction de l'unité de l'OTAN placée sous commandement britannique à 145 km de Narva n'est pas envisageable. L'attaque contre Narva ne restera pas l'unique opération des forces armées russes au cours de cette nuit.
Depuis plusieurs jours, des soldats russes camouflés en touristes ont débarqué à bord de barges sur l'île de Hiiumaa, située au large de l'Estonie. L'heure est venue pour eux de passer à l'offensive. Ils sont appuyés par 2 navires de guerre amphibies de la flotte de la Baltique, en provenance de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ouais. Saint-Péter, Pétersbourg. ouais, qui se dirigent d'abord vers les eaux internationales, mais changent inopinément de cap et depuis le nord, font route vers l'île en question. La deuxième d'Estonie par sa taille, mais avec une population clairsemée. Le jour n'est pas encore levé quand ils mettent à l'eau leurs canaux de débarquement, permettant à environ 400 membres pardon, de l'infanterie de marine russe d'accoster sur Hiiumaa pour soutenir les forces déjà présentes sur l'île. Ici aussi, la résistance s'effondre rapidement. En fin de matinée, le drapeau russe flotte sur la ville de Kardla, qui compte 4000 habitants. En une nuit seulement, la Russie place 2 territoires estoniens sous son contrôle et prend de court l'ensemble de l'OTAN. Pour les Russes, les 2 opérations ont une portée stratégique. Avec Narva, on conquiert une ville dont la population est à 88% russophobe. Quant à Hiiumaa, elle offre à la marine russe la possibilité de faire planer la menace d'un blocus maritime de la Baltique entre le port de Saint-Pétersbourg au nord et Kaliningrad au sud, et le cas échéant de le mettre en œuvre. Kaliningrad Oui, ou Stalingrad? Non, non, Kaliningrad d'accord. au Excuse-moi. sud, t'en prie. Le cas échéant de le mettre en œuvre. Autre élément remarquable survenu la même nuit, le dictateur biélorusse Loukachenko annonce qu'au cours des jours suivants, il enverra dans le cadre d'un exercice plusieurs brigades de ses forces armées à Astravie, une petite ville frontalière située à seulement 50 kilomètres de Vilnius. Donc l'offensive contre le pays balte a débuté. Voici pour le premier chapitre. Je viens de penser à un truc là. Mhm. Tu parles de la première partie, donc là, les Oui, de toute Russes façon, gardent. là, on s'arrête à la première partie. Tu vois, ce serait bien qu'on fasse euh, Chacun. chapitre par chapitre, ouais. Ouais. Et puis Là, ensuite, on voit ainsi. Oui. pour moi, ce que je vois, c'est donc tu vois la première partie, donc les Russes ont envahi, enfin ont gardé le territoire qu'ils avaient conquis, tu vois, ce que je t'avais dit. Mais je viens d'y penser parce que je me suis dit, attends, c'est bizarre parce que t'en souviens quand l'Europe avait envoyé un budget, des milliards, et que ça a disparu du jour au lendemain. Est-ce que les Oui. milliards sont pas justement pour préparer à ce que les Russes arrivent à cet endroit-là, que les Russes prennent cet argent par complicité et commencent à créer ce scénario justement avec ce financement secret, tu vois, pour aller justement faire croire à tous les pays européens, enfin tous les pays qui va être conquis, là, comme tu vois là. Parce que je pense que les Russes, ils disent qu'ils ont le budget, tu vois, militaire. Mais pour moi, ils l'ont pas au fond. Dans le fond, ils l'ont pas, tu vois. Et ceux qui financent justement ce budget, eh ben, c'est l'Europe, tu vois, avec, enfin, l'Europe, les, les, ceux qui à la tête des pays qui gèrent la République et tout ça, si tu préfères, qui ont envoyé l'argent, tu vois, sans le consentement des gens, en fait. En fait, je pense que justement, Du peuple. Mm. ouais, justement, cet argent-là, elle est envoyée à la disparue parce qu'elle a un intérêt à un moment propice. C'est-à-dire que les Russes, quand ils vont arriver à cet endroit-là, cet argent-là va servir à financer l'armée russe justement pour conquérir les territoires qui viennent de te mentionner, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant puisque ça, c'est en cas.
où les deux font partie du même échiquier. Ouais, exactement. Parce que Mm. c'est bizarre quand même. Ils te sortent quand même qu'un budget qui a disparu du jour au lendemain, on sait pas où aller. Oui, C'est vrai? tu vois, c'est quand tu essaies de, de mettre les puzzles ensemble, tu te rends compte que oui, euh, il y a toujours un événement qui, en fait, nous prépare à un futur Mhm. proche, surtout là concernant la guerre Ukraine-Russie. Mais tu vois, là, en fait, c'est intéressant ce qu'il dit, même si, bon, il fait partie, il a sa position politico-militaire, etc. Mais c'est Mhm. intéressant ce qu'il dit, hein, parce que de toute façon, si demain cela arrive, ce ne sera plus une affaire entre la Russie et l'Occident, hein. Il y a la Chine qui va rentrer en jeu, les États-Unis, etc. Ouais. Mais en fait, je pense que justement, ils veulent que les Russes fassent La une conquête. débute, la déclenche. Ouais, fassent une conquête entière. Comme ça, en fait, ça fait un État. Ça fait plus genre plusieurs États. Ça fait qu'un État avec un pouvoir. C'est-à-dire que, en fait, on sort. Je sais pas comment expliquer. Ça veut dire qu'il y aura plus d'opposition directe. C'est-à-dire que, par Non, exemple, un pays, par exemple, la France et l'Allemagne, ils sont sur une idée, ils peuvent être en opposition, tu vois. Parce que là, si tous les pays sont dans le même état, il n'y a plus d'opposition. Donc il n'y a plus de choix, en fait. Tu vois. oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a même des prédictions concernant l'invasion russe en Europe? Oui, bah oui, oui. Bon, ça me surprend pas. Et tu sais, pour moi, il n'y a pas de prédiction. Pour moi, ce sont des scénarios déjà prêts, hein. Comme Mhm. ça l'a Bien sûr. été pour la Deuxième Guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale. Par, Mais c'est ça le nouvel ordre mondial. Pas les nouveaux ordres. La nouvelle ordre mondial. je dirais même l'ancien ordre mondial. Même si, l'ancien, oui, l'ancien ordre mondial. Pourquoi l'ancien ordre mondial? Parce que Rome voulait faire de même à Mhm. l'époque. La conquête de Rome, ouais. Babylone, les pharaons, c'est très ancien bien sûr, quand on fait le lien, tu sais, quelqu'un qui n'a pas connaissance de l'état profond, l'état occulte, ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. Mhm. Mais quand on a quand même connaissance de qui est derrière la Première, la Seconde Guerre mondiale, et puis qui sont ces gens-là, et qu'on se rend compte qu'en réalité, ils sont en lien avec une connaissance très ancienne, et puis Mhm. basée sur une science très ancienne aussi, et qu'ils ont un objectif celui d'instaurer cet ordre, parce que cet ordre a une charia, hein. Il a une Mhm. religion, tu Oui, vois. bien sûr. Ce n'est pas un ordre basé uniquement sur la géopolitique ou euh, le, le, le côté militaire ou etc. Il y a une religion. Et c'est ça, en fait, c'est de là qu'on commence à se poser les bonnes questions. Parce que beaucoup, maintenant, tout le monde parle politique. Mais Ouais. Ouais, ouais. tout le monde ne pose pas les bonnes questions parce qu'ils ignorent, ils n'ont pas envie, en fait, de faire l'effort. Ou peut-être même ils ont peut-être même peur de passer par l'introspection, tu vois, une introspection, et de se dire, mais attends, parce que l'introspection brusque, elle nous fait chuter de cette chaise d'illusion, de se dire, mais finalement, tout est à revoir. Tout est, les personnes même, surtout ceux qui sont académiques en matière politique, etc., ils se disent, mais nous avons étudié, c'est bien, mais nous sommes illettrés en matière politique occulte, tu vois, parce qu'il y a la Mhm. politique qu'on voit tous, mais il y a une politique occulte. Il y a un système occulte, et c'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, il commence à se faire, hein, l'ordre mondial, hein, Oui. puisque beaucoup de populations pensent, euh,
par les courants libéraux, etc., par la propagande de la mondialisation, se plaisent pour le moment dans cette mondialisation. Mais la mondialisation n'est pas uniquement le vivre ensemble, le soi-disant vivre ensemble, la mode, les courants libéraux, etc. La vraie, le, la vraie face de l'ordre mondial va se faire une fois qu'on va passer à l'étape suivante qui est la guerre. Et par exemple, moi, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, à Gaza précisément, est comment on appelle ça, une maquette, hein, clairement. C'est Mhm. une maquette. Oui, Moi, c'est tu un vois, test en même temps. le truc, c'est que je pense que enfin, parce que moi, je vois ça comme ça, mais justement, c'est au moment où il a conquis une bonne partie de l'Europe, les résistants, ceux qui vont résister, ça va faire un peu comme Vercingétorix. Tu connais, c'est qui Vercingétorix? Bah, ils vont faire exactement pareil comme il y a eu Vercingétorix avec les qui l'ont enfermé, affamé. Bah là, en fait, nous, ils vont faire exactement pareil. Enfin, pas dans la même manière comme à l'époque, mais dans l'idée, ça va être à peu près pareil. Et voilà, parce que ça va être une technique à la romaine, si tu préfères, comme tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, pour clôturer ce live, très intéressant d'ailleurs, je te remercie David, je vous remercie tous, hein. Je vous lis, bonne soirée Salim, merci. Je vous lis, mais c'est juste pour ne pas interrompre je vous lis donc, je vous lis, mais je réponds pas à voix haute. L'objectif, parmi les objectifs de cette troisième guerre mondiale, qui pour moi n'est pas une guerre, mais un génocide, parce que quand on revient sur la première et la seconde guerre mondiale, et aussi à des soi-disant guerres appelées guerres aujourd'hui dans le monde, dans certaines zones, eh bien, ce ne sont pas des guerres en réalité, hein. Ce sont des génocides. C'est pour ça qu'il faut que les populations apprennent à Mhm. mettre les termes exacts en place. C'est un peu comme la Révolution française, tu vois. Donc, on a tendance à dire, à l'appeler révolution, puisque c'est dit ainsi. Mhm. C'est ainsi que c'est écrit dans leurs livres. C'est comme ça qu'on l'enseigne donc aux générations d'après, qui l'ont enseigné aux générations d'après jusqu'à aujourd'hui. Mais en vérité, la Révolution française était un coup d'État et non une révolution en soi. Donc aujourd'hui, c'est pareil. On nous parle d'une troisième guerre mondiale, alors qu'en vrai, en vérité, ce ne sont pas des guerres, mais des génocides. Mhm. Bien évidemment qu'il y a il y a des éléments déclencheurs et puis les politiciens qui envoient leurs troupes, etc. Mais nous avons quand même assisté à ce genre de guerre qui, en réalité, la majorité des victimes sont des civils. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ce ne sont pas des soldats qui s'affrontent entre eux et puis que le meilleur gagne. Ce Mhm. sont des civils qui meurent en quantité pas possible et du coup, qui tout simplement nous met devant le fait accompli. Alors, peut-être que les populations aujourd'hui ont pris l'habitude de voir ces massacres et qui banalisent, mais il faut pas les banaliser puisque nous avons soi-disant des droits de l'homme, des règles Mhm. à, à, à accepter quand on fait partie de l'OTAN ou bien quand on fait partie tout simplement des Nations Unies, etc., etc. Donc on voit très très bien que toutes ces règles sautent et que rien n'est respecté. Tout ce qu'ils appellent les droits de l'homme, c'est comme en Syrie. Si vous vous rappelez, en Syrie, il n'y avait même pas des, euh, euh, des tunnels pour les civils ou des axes pour les civils. Il Non? il- il y avait aucun effort.
mises en place pour que ne serait-ce que les enfants, les personnes âgées et les femmes puissent s'enfuir de cette situation qui n'ont pas demandé et la majorité de la population n'est même pas au courant de ce qui se passe, mis à part ce qu'ils regardent à la télé. Donc ce qu'on leur propose à la télé. Donc ils vont pas aller faire leurs recherches et tout. Donc la, la, parmi leurs objectifs pendant cette troisième guerre mondiale, donc qui est pour moi, et je le répète, troisième génocide mondial, Mhm. depuis la nouvelle ère, c'est de diminuer le nombre de la population. Ouais, Donc je exactement. pense que la Russie, ils attendent que la Russie, c'est la Russie qui va ouvrir ce bal au niveau de l'Occident. Le bal est déjà ouvert en réalité depuis l'invasion en Irak. Mais au niveau de l'Occident ou au niveau du bassin, jusqu'au bassin méditerranéen, ça risque aussi d'aller jusqu'en Afrique. Donc c'est la Russie qui va ouvrir ce bal. Et puis par la suite, la Russie va servir à quelque chose en Ouais, bien Europe. sûr. Peut-être sous l'étendard du l'Europe aux Européens, et elle va avoir raison dans ce qu'elle dit, mais finalement, c'est pour euh, diminuer l'immigration, voilà, hein, en Europe et puis d'autres euh, citoyens autochtones européens. Et c'est là que l'Occident va riposter sous l'étendard des droits de l'homme, non au racisme, etc., etc. Ça peut se Mhm. jouer comme ça hein, aussi, hein, tu vois, sous plusieurs formes. Mais là, je donne des points qui pourraient, puisque la Russie est multipolaire, l'Occident est mondialiste. Mais en réalité, c'est le même échiquier, tu vois. Mhm. Donc, finalement, on revient toujours à cette même question, à qui profite ou à qui profitera cette éventuelle guerre entre la Russie et l'Occident? Bah, les... Ouais. Bah, en fait, tu vois, je suis en train de me dire, s'ils font comme dans leur plan, comme je pense qu'ils vont faire des camps, tu vois. Ils ont déjà commencé à faire des camps à certains endroits, et je pense qu'ils vont faire des camps, et en fait, ces camps seront maintenus par ceux qui seront recrutés, si tu préfères, tu vois. Et je pense qu'ils vont maintenir les Tu, camps, tu, tu parles des milices? ouais, des milices, je pense. Un peu comme à Ça, la romaine à l'époque. Sache une chose, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de neutralité, hein. Personne ne pourra survivre pendant cette Troisième Guerre mondiale en se faisant passer pour euh, position neutre. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens de la population qui ne voulaient prendre part d'aucun parti. Mhm. Ils se faisaient descendre des deux côtés. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Je vais essayer de revenir sur cette, ce point dans l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale et je vous partagerai les conférences ou les archives. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ceux qui pensent que le fait de ne pas prendre parti va leur sauver la vie, eh bien non, pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui se disaient neutres, ils se faisaient descendre. Mhm. Voilà. Et ça risque de se reproduire. Bien sûr. Non, la neutralité de la Suisse, c'est autre chose. Ce n'est pas la Suisse a été mise à l'écart. Ce n'est pas une question de neutralité. Là, je vous parle de l'ensemble des concernés pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense Voilà. qu'on va revenir à ça, hein. On va Donc, revenir je à ferai ça, des hein. recherches. Ouais, bah, certainement. Certainement. Et moi, je conseille vraiment les Nord-Africains, en tout cas, de ne pas rentrer dans ce jeu. Au cas où, demain, si la Russie fait invasion, il est clair, net et précis que tout ce qui est basané ne
restera pas indemne, hein. Après, pas parce qu'ils sont racistes ou quoi que ce soit. Non, non, ça fait partie de leur projet en fait. C'est pour donner raison à l'autre côté de charger. Et donc c'est à ce moment-là où il se peut que l'Occident recrute tous les immigrés pour créer des milices contre la Russie. Donc il faut vraiment réfléchir et puis se dire, euh, il faut se remettre en question dès maintenant, quoi, pour au moins avoir un recul et pouvoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Parce que si demain ça pète, excusez-moi pour le mot, mais si demain ça part en vrille, vous Mm. n'aurez pas le temps de réfléchir. Parce que en post-trauma, stress, etc., tu es paralysé. Tu ne réfléchis pas très bien. Mm. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre, il faut commencer, essayer à comprendre dès maintenant que il Mais, s'agit, ça après, c'est notre avis à nous, David, hein. Il y en a bien qui sûr. croient Mais en est-ce, Poutine. est-ce que tu connais des généraux ou... Parce que, en fait, c'est les mieux basés, c'est les mieux placés pour te dire si, par exemple, une stratégie, elle peut être mise à jour, enfin, si elle peut être mise en application en fonction de ce que tu vas leur dire, tu vois. Dire, est-ce que si, par exemple, tu donnes tel critère, est-ce que selon vous, il y a une faille ou est-ce que c'est applicable, tu vois? Parce que moi, je suis pas général, je fais pas partie du corps de l'armée, tu vois. Je pense toi non plus. Les mieux placés dans ces stratégies militaires, parce que c'est une stratégie militaire, hein, dans le fond, hein, tu vois. Les mieux placés, c'est les généraux parce que eux, ils connaissent les, les, les applications de stratégie. Ils ont connu le terrain depuis des années, mais il faut justement trouver un général qui est pas corrompu, si tu préfères. Justement, qui est, si tu vois ce que je veux dire. Alors, pas forcément un général qui est déjà général, mais peut-être Mhm. quelqu'un qui a côtoyé le domaine militaire Mhm. et, euh, et qui pourrait être général de la résistance. Parce qu'il faut qu'il y ait un troisième clan. Ouais. Eh Ouais, oui. mais ce que je voulais te dire, c'est dans la stratégie, tu vois, on va prendre l'exemple de Patton, je crois que c'est le général Patton, qui était un très grand tacticien, tu vois, et enfin à l'époque, hein, je te parle. Et il connaissait nombreuses stratégies et en fait, il pouvait déterminer la stratégie de l'ennemi tout en voyant comment l'ennemi avançait, tu vois. Là, Alors, c'est pareil, tu vois. oui, 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 oui. Mais il faut pas oublier que les postes clés sont pris par, sont hyper contrôlés, hein. Ouais, Donc, je sais je bien. ne pense pas qu'on aura un général qui sera du bon côté neutre. Il y Alors, aura en ancien, forcément que des... Comment? des anciens généraux à la retraite ou quoi Oui, que ce soit. oui, oui, c'est possible, ouais. Ouais. Mm. Mais on aura aussi besoin des gens qui ont été autodidactes, qui ont creusé dans, dans le monde occulte et qui savent un petit peu, qui ont cette vision de se dire, ah bah tiens, nous connaissons l'ennemi, donc nous avons besoin vraiment de personnes qui connaissent très très bien l'ennemi, tu vois. Mhm. Et ça, c'est le domaine de la résistance. Pas Bien sûr. forcément, c'est le domaine de la résistance. Alors nous, résistants, on n'a pas cette expérience militaire sur le terrain, ça c'est sûr. Ouais. Mais nous avons une vision des choses et puisqu'on se trompe pas depuis le départ, jusque-là. Alors, Mhm. on n'a pas encore vu la, ce qui va se passer. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer dans un avenir proche, mais j'ai l'impression qu'on ne se trompe pas. Voilà. Donc, on aura vraiment besoin de beaucoup de monde. Donc, des Ah oui. généraux, effectivement, qui sont à la retraite, ou j'espère qu'il y aura Il y a des gens honnêtes, hein, même au sein de l'armée, hein. J'en ai, Mhm. j'en ai vu moi personnellement. Enfin voilà, hein, il y a des personnes vraiment honnêtes au sein de l'armée française, par exemple, là, qui savent ce qui se Mm. passe, mais qui
vis-à-vis de leur position, ne peuvent pas agir et ils attendent que le peuple s'éveille. Parce un militaire, un militaire, en fait, estime, et ça c'est très ancré chez les militaires, en tout cas français, que j'ai pu croiser, avec qui j'ai pu échanger, etc., que un militaire n'est pas, n'a pas à prendre la décision à la place du peuple. Mais si le peuple demain se lève pour ou prend une position, la bonne position, eh bien, il est sûr et certain qu'il y a des militaires qui vont rejoindre le peuple, hein, ça je peux vous l'assurer, hein. Et t'en fais quoi du fait que l'armée française doit être au commandement des chefs des armées? Le président, si tu préfères. Quel chef des armées au niveau de l'Europe, tu veux dire? Bah, de la France, si tu, par exemple, là, tu me parles de l'armée française. Là, je Mhm. te prends l'exemple de l'armée française, eux, ils suivent le président, si tu préfères. Moi, c'est ce qu'il me disait, hein. Moi, j'ai un ami à l'époque qui était dans Oui, l'armée. Il oui, m'a dit, bon, le mais je te chef, dis, c'est mon président. Tu vois. mais regarde David, je te parle des résistants. Ah Je te oui, bien parle sûr. Ah oui, de d'accord. futurs résistants, puisque aujourd'hui ils sont à leur poste, Ouais, mais, il n'y a pas de. mais n'oublie pas que le jour où j'étais descendue à Montparnasse, Ouais, pourquoi j'en parle? Eh ben parce que le jour où je suis descendue à Montparnasse, j'avais des feuilles entre les mains. oui. Et ça, c'était en 2019. Eh Mhm, bien, il faut savoir que c'est des CRS et militaires qui ont écrit ce que j'étais en train de lire. Donc, ils m'ont demandé de le lire, tu vois, à haute voix mhm, devant le peuple. Et il faut savoir que ce que j'avais lu, donc il y avait ce que j'ai lu, ce que j'avais écrit moi-même, et puis une mhm, partie que j'avais annoncée qui était écrite par des Français qui aiment leur pays et qui estiment qu'il y a des affaires très graves et que le peuple devrait avoir connaissance de ces affaires, comme par exemple des rituels dans une base militaire à Lyon, mhm, etc. Donc voilà, donc il faut savoir que ce qu'on m'avait donné à lire, ils l'ont envoyé dans plusieurs pelotons, hein, à travers la France, hein. Voilà. Donc non, non, il y a une résistance, hein, au sein de l'armée française. C'est pour ça que je me permets de le dire, puisque on m'avait demandé de lire ce qu'ils avaient noté et puis de le transmettre à la population et en toute transparence. Voilà. Mais je peux vous dire il y a des militaires qui, en fait, s'inquiètent pour leur pays et qui, mhm. par contre, attendent que le peuple prend une décision. Voilà. Ce ne sont pas des anarchistes, ce ne sont pas non, ce sont des militaires et qui respectent donc leur position, leur poste et qui ont pour idée le fait que c'est le peuple qui décide. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'ils attendent le moment propice, genre le... Parce que quand tu vois les gilets jaunes, ils étaient pas là, tu vois. Est-ce qu'ils attendent pas plutôt le moment où ça va être beaucoup plus loin qu'une manifestation, Ça, justement? je ne peux pas te répondre, David. Mais par contre, je peux te dire une chose. Le mouvement Gilets jaunes, Non, ce mais n'est pas. oui, c'est du bullshit pour moi. Et puis là, le Tu 10 sais, septembre, là, ou le 11, là, t'as entendu parler là du 10 septembre ou je sais pas quoi, là, le oui. mouvement. Mhm. Ça, c'est une magouille, hein. Ça, c'est pas. En fait, je vais te dire une chose. Écoute bien. Vas-y. Il y a une différence entre une nation et une différence entre donc une nation et un troupeau éparpillé. Mhm. Si j'étais militaire, je ne soutiendrais pas un troupeau éparpillé. Ouais. Si j'étais militaire, je risquerais ma position pour une nation. Et qu'est-ce que ça veut dire une nation? C'est une prise de conscience, un savoir, hein, comme outil,
Et d'ailleurs, c'est le premier chemin même de la résistance. Un point A, un point B, un représentant et une décision, il y a un plan. Pas uniquement sortir, se Mhm. révolter, tu vois, sortir, se révolter, parce que beaucoup, la majorité appelle à la révolution, si ce n'est pas tous. Mais Ouais. sortir, se révolter, c'est ne pas connaître l'histoire, c'est être complètement analphabète en matière historique politique, parce qu'ils s'appuient sur l'histoire officielle, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que tout est à revoir. Et une révolution, moi, je ne pense pas que... Moi, si j'étais militaire et que je vois un peuple se révolter, je ne le soutiendrais pas. Clairement. Mhm. Ben non. Se révolter, tu te rends compte? Se révolter, c'est perdre le contrôle. C'est infiltration, ne serait-ce que regarde. Rien que les black blocs, on parle même pas de révolution, là, on parle juste de manif. Bah, il y a Mhm. des black blocs spécialisés pour la soi-disant révolution. Et tu sais, la révolution, c'est leur plan. C'est comme ça qu'ils avancent, pas uniquement qu'en France en 1789, mais partout, euh, mais dans plusieurs États plutôt, comme en Russie à l'époque du roi, en Italie, enfin voilà, hein. Attention, hein. Donc non, non, ce n'est pas la révolution, n'est pas la solution, mais alors pas du tout, pas du tout. La révolution n'est pas la solution. Et je ne suis pas en train de vous dire il faut se croiser les bras, mais non, il faut tout simplement avoir un plan concret. Bah, il y avait un plan, mais le problème, c'est que les gens, ils peuvent pas. Lequel? C'est en fait le plan, c'était d'arrêter de consommer, je veux dire, tout ce qui est dans les supermarchés, vraiment reprendre une Oh non, indépendance. là, ça, c'est... Mais David, Bah, on a oui. beaucoup avancé. Ça, tu vas arrêter de... Ça y est, C'est genre, c'est faut trop arrêter tard pour ça. d'aller dans Oui, les oui, faut prendre supermarchés. soin de son corps, tout court. Voilà, quand on prend soin de notre corps, on arrête de consommer n'importe quoi. Mais non, non, on n'est pas là, hein. C'est le boycott, machin, ok, mais c'est pas. Il y en a qui commencent à faire leur jardin et tout ça, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, oui. Mais juste pour revenir au point, donc 2015, je pense que c'était en 2015, en tout cas entre 2015 et 2016, Mhm. Attali l'avait dit, hein. Il avait prédit, mais en réalité ce n'était pas une prédiction, mais c'est leur plan, qu'il allait avoir un raz-de-marée en France, une révolution avant 2022. Ils sont en retard. Là, Ah ils oui. ont 3 ans de retard, tu vois. Et pourquoi? Donc, Attali estime que, ou estimé, en tout cas, c'est toujours leur plan. Donc, Attali a estimé qu'une révolution est nécessaire. Voilà. Donc, est-ce que la révolution est la solution? Non. Non. La solution, c'est quoi pour toi? Je ne Le suis pas, je ne pacifisme, ça suis marche pas, pas. je ne suis pas française. Et puis, j'ai signé dernièrement un engagement avec la République pour obtenir ma carte de résident. Puisque je ne peux pas repartir au Maroc, sinon je risque de me faire descendre par le roi ou. Donc non, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou quoi que ce soit. N'empêche, je soutiens mes amis français, bien sûr, dans ce Mhm. qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de vivre. C'est leur droit. Je suis identitaire et je respecte l'identitaire français qui a envie de vivre chez lui, et de préserver son patrimoine, etc. Oui, mais je m'arrête à cela. Donc, j'ai, moi, mon idée que si j'étais française, alors si j'étais française, j'opterais plutôt pour pas une révolution, mais de prendre place clairement face à la République en reprenant Versailles, par exemple. Oui. Pourquoi? Parce que Versailles, est déjà une base très importante euh, pour le français, puisqu'il n'a pas le temps et ils ne le laisseront pas construire une base, encore moins sur l'échiquier républicain. Qui dit Versailles dit l'ensemble des Français, donc français, voilà. Mhm. Qui dit Versailles bah, dit la France, c'est sortir la France de cette prise en otage depuis 1789. Voilà.
Mais ils le Donc laisseront il pas faut se faire de mettre. toute façon. Ça fera comme en Oui, Roumanie. mais oui, mais il faut le faire d'une façon intelligente, pousser le mal par la meilleure des façons. Alors oui, il faut se préparer à si au cas où ça ne se fait pas d'une manière démocratique par rapport du côté de la République. Mais Mhm. moi, je ne vois pas le mal si demain le peuple français veut reprendre son pays en main, repartir à Versailles, mettre en place une régence, pas forcément mettre un roi tout de suite, ou le roi, hein, successeur tout de suite, mais faire une régence et pour la première fois, la France fera face à la République depuis 1789. Et puis, c'est au peuple français de décider de son avenir. La France sera divisée en deux, mais pour la première fois depuis 1789, la France se mettra sur ses pieds. Maintenant, déjà, hein, si les Français arrivent à se mettre d'accord et comprendre que la solution n'est pas entre le combat n'est pas entre la droite et la gauche, mais il est ailleurs. Donc ça, c'est tout ce que je peux vous dire là pour le moment. Après, oui, la France aura besoin, les Français auront besoin d'alliances, et je Oui. pense que l'alliance pourrait se faire au niveau du bassin méditerranéen, et c'est là où l'Afrique du Nord ou l'Afrique amazigh peut rentrer en jeu, puisque nous aussi, nous subissons la même, le même agenda. Mm. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Tu sais ce qu'ils veulent faire là en termes là parce qu'ils veulent créer un parti royaliste, tu vois. Oui. Ils veulent alors leur technique là actuellement c'est de nommer quelqu'un à la tête du parti comme ça quand il passe, il prend la tête du pays, il demande de comment dire enfin il va demander enfin de plus faire partie du poste présidentiel, d'arrêter toute l'État républicain pour repasser au roi, si tu préfères. Ils peuvent Oui, mais faire est-ce que que par cette c'est... façon-là, tu vois. Oui, ah non, mais David, je l'ai dit, je le dis depuis 2013. Ouais. Si vous revenez à mes anciennes vidéos, donc en français, bon, j'étais beaucoup plus jeune, voilà, un peu frivole, mais je voyais juste, quand Mhm. même. Et je vous le dis, l'infiltration se fera jusqu'à Versailles, parce que le français n'aura pas le choix que de revenir à Versailles, et vous verrez. Mhm. C'est qu'une question de temps, hein. L'infiltration se fera jusqu'à Versailles. Mais ils lâcheront pas. C'est pour ça, il faut faire une régence. Moi, je conseille le peuple français de faire plus, doter plus pour une régence. Il faut pas être pressé de mettre quelqu'un sur le trône. De toute façon, tu sais, je vais te dire une chose, David. Qui est le roi de France? Le roi de France actuellement, Mhm. Non, le roi de France dans l'histoire française. Qui est le réel roi de France? Dieu, Bon, vous dites Dieu, Jésus. Jésus, je préfère. Ouais, Oui, Jésus. bien sûr. Donc il suffit de faire une régence, d'avoir ce symbole, donc pour ceux qui sont pas croyants ou pour les chrétiens, donc Jésus sur le trône. Et qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Ben, ça veut dire le retour à l'identité française, parce que la chrétienté Mhm. fait partie de l'identité française. Il faudrait que le français se rende compte de la position qu'il a qu'à Versailles. Euh, Pas uniquement au niveau national français, mais au niveau même européen, voire mondial. Mhm. Voilà. Donc il faut. Mais ça, c'est à discuter avec des Français qui ont un QI élevé quand même, hein, parce que ceux qui sont bornés et qui ont suivi les courants libéraux et qui répètent Non, ouais, bêtement et qui en ça va être fait compliqué. n'arrivent pas à voir, tu vois, l'ensemble de l'idée à 360 degrés, ça sert à rien de perdre votre temps avec eux. Les golems, quoi. Donc il faudrait plutôt une résistance française qui, je pense, hein, je n'incite pas les Français à faire quoi que ce soit, je ne suis pas française. Mhm. Mais je vous dis juste qu'il faudrait qu'il y ait un, un, un noyau de Français qui, au-delà de de tout ce qui est symbolique, au-delà de tout ce qui est religieux, etc., il faut prendre Mhm. en considération les avantages au cas où. D'accord? Ouais. Oui,
de ce retour vers l'identité, parce que la France avait énormément d'avantages quand elle était France, Versailles, Ouais. chrétienne au niveau mondial, hein. Mm. Voilà, voilà. Effectivement. En tout cas, David, je te laisse conclure, si tu veux, si tu as quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien à conclure. Ça t'a plu Carrément. Ouais, j'attends, je suis impatient de partir sur la partie 2. Alors, la partie 2, je te lis juste le titre. C'est Oui. Genève, Genève, Palais des Nations, 3 ans plus tôt. Donc là, on va revenir à 3 ans plus tôt. Mhm. Euh, Bah, cette année, est-ce ouais, que tu parlais de 2028? absolument. Ouais. Donc c'est la rencontre entre les délégations de l'Ukraine libre et de la Fédération de Russie Mhm. qui se déroulerait dans un climat glacial au Palais des Nations à Genève. Voilà. Donc, bah, si tu veux, on peut continuer dimanche ou même peut-être demain. Demain ou Comme tu veux. dimanche. Bah, dimanche, évite le matin, s'il te plaît. Non, j'y vais aller courir le matin. T'inquiète. Ah bah oui, L'après-midi. chez moi, le dimanche, on va dire que, voilà, dimanche Oui, matin, je comprends. Ouais. et, enfin Bah voilà. dimanche, dimanche après-midi. Oui, si tu veux, pas de souci. Après, on n'a pas vu Monsieur Spo ce soir. Bah, de toute façon, je Il vais est le tard tenir aussi, au c'est pour courant par ça. message. Azul à Siraj. Donc, ouais, alors dimanche, 15 heures. 15 heures, oui, c'est calme. Ouais, ok. Bah écoute, je te souhaite une agréable... Bah, il est déjà 2 heures du matin, tu te rends compte? Une Ouais, agréable nuit. On va quand même aller dormir. une Et je agréable te dis nuit à à toi. dimanche. À dimanche. Salut David, merci, hein. Salut, bah, merci à toi aussi. Merci. Bah les amis, je vous remercie pour votre présence, vos commentaires, votre participation. Et je vous donne rendez-vous donc en français pour continuer la vision de Carlo Massala de la guerre en fait d'après, donc la Russie face à l'Occident. Donc dimanche prochain à 15 heures. Je vous souhaite une excellente soirée. Et pour ceux qui veulent voir la rediff, je vais